Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui a défrayé la chronique, qui ont fait les gros titres et qui a attiré l'attention non seulement de la presse mais des gouvernements du monde entier. Et pourtant, ce sont de simples déclarations, de simples propos tenus par un ambassadeur. Ce dont nous allons parler, c'est donc de cet événement qui a défrayé la chronique et qui a provoqué un tollé et pour l'analyse duquel nous avions été interviewés par France 24 Télévision en début de semaine. Cet événement, c'est donc, comme vous l'avez sans doute deviné, les propos de l'ambassadeur chinois en France, Lu Xiaye. Donc Lu Xiaye, il a tenu des propos qui ont provoqué un tollé, qui ont provoqué des réactions extrêmement fortes de rejet, de déni, de la part de la plupart des gouvernements qui étaient en cause. La ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, le président de la République, Emmanuel Macron, ont demandé à la Chine de prendre position par rapport à ces déclarations qu'ils ont condamnées. Ces déclarations, elles ont été également condamnées, critiquées fortement dans les pays de l'Est. Et ces déclarations, elles ont été ensuite, on va dire, la Chine populaire, le gouvernement populaire a tenu à nuancer, à prendre ses distances par rapport à ces déclarations. Donc ces déclarations, elles ont été un peu remises au placard, elles ont été un peu déniées d'une certaine manière, non pas dans leur existence, mais dans leur contenu par le gouvernement chinois qui a dit que ces déclarations de l'ambassadeur Lu Xiaye ne représentaient que lui-même. C'était des propos personnels, une opinion personnelle qui ne convenait de ne pas surinterpréter. Alors pour comprendre ces propos, il faut se remettre dans le contexte plus général de la diplomatie chinoise de ces dernières années, à partir des années Xi Jinping, donc depuis 2012-2013. Dans cette période-là de temps, la Chine a acquis, d'une certaine manière, de façon presque définitive, sa place de première puissance économique, de grande puissance militaire, et a développé toute une pensée nationaliste qui vise à affirmer que la Chine, maintenant, a le droit à la parole, le roi Yuan-Chuen. Donc le roi Yuan-Chuen, c'est la traduction en chinois de soft power, mais c'est un soft power qui n'est pas tout à fait soft, c'est un soft power qui affirme que pendant longtemps, les puissances occidentales, les puissances donc colonialistes, impérialistes, ont pris la parole et ont privé la Chine de parole. Et maintenant, la Chine était de nouveau puissante. La Chine avait à nouveau la capacité de dire non. La Chine avait à nouveau la capacité de parler en son nom. Et la diplomatie du loup combattant est l'expression exacte de cette réalité. Donc ces loups combattants, cette expression elle vient de films nationalistes qui mettent en scène un ancien général chinois qui sauve différentes populations de la mainmise des impérialistes occidentaux. Ces diplomates qui pratiquent le langage peu diplomatique de loup combattant, ils ont eux-mêmes un grand succès au niveau domestique, comme on dit, au niveau national, à l'intérieur de la Chine. Leurs propos qui sont outranciers à l'étranger sont vus comme la manifestation de la nouvelle confiance en elle-même de la Chine, que la Chine ne se laisse pas faire et que, voilà, si on n'accepte pas les propos, qu'on aille voir ailleurs. C'est maintenant la Chine telle qu'elle est. C'est cette diplomatie du loup combattant, elle a connu donc ses grandes heures ces dernières années. Et un de ses représentants, c'était celui qui occupait le poste principal au niveau des affaires étrangères pendant longtemps, Zhao Lijian. Et d'ailleurs, on avait dit qu'avec le changement ministériel
de la 3e mandature de Xi Jinping, le fait que maintenant Zhou Liyan occupait un poste subalterne, qu'il n'était plus au sommet de la pyramide des affaires étrangères, ça a été maintenant repris par Qin Gang. Cela montrait en fait que la diplomatie du loup combattant a été remise au placard. La Chine cherchait à nouveau à avoir un visage plus présentable et avait abandonné cette politique du roi à une chaîne agressive. Or, ce qui est intéressant, c'est que les remarques de Liu Xiaye montrent que ce n'est pas tout à fait le cas. On sait que Liu Xiaye, c'est pas sa première sortie peu diplomatique. Il a déjà été convoqué plusieurs fois par le gouvernement français. La convocation de l'ambassadeur d'un pays étranger est un événement assez rare, assez important, assez grave, et que ce soit déjà produit plus d'une fois, plus de 2 fois, une 3e fois, dit en fait beaucoup sur ce que la manière dont la Chine en fait considère la France, considère les pays européens. Elle pense que la capacité, la puissance de parler pour dire ce qu'on veut dire est plus importante que le respect des règles diplomatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit exactement donc Liu Xiaye, donc il a dit plusieurs choses. Il a été interviewé par un journaliste français à la question du problème des Ouïghours. Il a dit que c'était qu'un racontard et que des bobards. Or, il faut savoir que l'Assemblée nationale a reconnu les crimes contre les Ouïghours comme passibles du terme de génocide. C'est une proposition de loi qui a été acceptée et qui est extrêmement forte dans sa condamnation de la pratique gouvernementale de l'État chinois par rapport aux Ouïghours. Parler de génocide, de crime contre, c'est extrêmement fort. Évidemment, si c'est quelque chose qui a été défini comme reconnu, comme extrêmement problématique et préoccupant par l'Assemblée nationale, dire qu'il s'agit de bobards, c'est évidemment remettre en cause l'analyse du gouvernement français lui-même. Ensuite, dans son zèle pour pouvoir défendre finalement l'invasion russe de l'Ukraine, il a affirmé que, en fait, la plupart des pays de l'ex-URSS n'avaient pas de statut juridique, puisque, en fait, l'URSS avant avait un statut juridique comme tel. Cette composition de différents pays avait une base légale en droit international, et que, à partir du moment où l'URSS s'est disloquée, ces pays, en fait, n'appartiennent plus à l'ensemble auquel ils devraient appartenir, et le fait qu'ils n'appartiennent plus à cet ensemble signifierait, selon lui, qu'ils n'ont plus de réalité juridique. En réalité, on sait que c'est faux. On sait que depuis 1991, tous ces pays ont bien une reconnaissance juridique. D'ailleurs, la Chine les reconnaît elle-même. Ils ont bien une reconnaissance juridique. Ici, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, la Chine a critiqué les paroles de son ambassadeur en disant que, bien entendu, elle reconnaissait les droits souverains des nations et que ces républiques, non seulement les républiques des pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, qui ont manifesté leur mécontentement, mais aussi la République tchèque, qui ont manifesté leur désaccord de façon profonde. Mais aussi, ça peut toucher aussi les pays qui sont, on va dire, de l'Asie centrale, et qui sont qui sont au sud de la Russie, non pas à l'est de la Russie. Et dans les 2 cas, c'est évidemment extrêmement problématique pour Pékin. Pourquoi ? Parce que Pékin, pendant plusieurs années, a essayé de courtiser ces pays de l'Est à travers ce qu'on appelle le schéma 16+1, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Et depuis quelque temps, le schéma 16+1 est en déliquescence, il n'y a pas eu les investissements attendus, et cette phrase de l'ambassadeur chinois, Liu Xiaye, c'est un peu le clou dans le cercueil du 16+1. C'est quelque chose qui n'est pas du tout passé
au niveau des États d'Europe de l'Est, dont d'ailleurs un grand nombre maintenant ont une politique presque pro-taïwanaise. Je pense notamment à la Tchéquie, à la Lituanie, à la Slovénie. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être la raison de ce discours. Mais maintenant, est-ce qu'il faut simplement se dire que voilà, le gouvernement chinois a pris ses distances avec ses propos, c'est personnel, ça ne concerne plus la Chine, c'est pas représentatif. Bruxelles et la France, après avoir manifesté leur désapprobation, ont accepté les explications chinoises, donc affaire conclue. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Il faut circuler. En réalité, ce que ces propos montrent, c'est aussi en fait, et c'est ça qui est plus préoccupant, c'est aussi la porosité extrêmement importante entre le discours russe et le discours chinois. C'est-à-dire qu'il y a une porosité entre le narratif russe et le narratif chinois sur la question de souveraineté, et parce que chacun des deux pays se donne la possibilité d'envahir un autre pays à partir du moment où il ne reconnaît pas à cet autre pays une existence légale. Et c'est bien ce dont il s'agit avec finalement le soutien de la Chine à la Russie, le fait de ne pas avoir pris position contre la guerre en Ukraine et le fait de dénier l'existence des pays anciennement soviétiques, c'est extrêmement lié, ça correspond à la même logique, et c'est aussi cette logique qui, du point de vue de Pékin, justifie une prise par la force, si c'est nécessaire, de Taïwan. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.